que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Et répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Ces mots de Primo Levi, qui sont l'incipit de son témoignage de l'enfer des camps si c'est un homme, nous rappellent la fragilité de l'humanité et l'importance de ne jamais oublier, d'alimenter la flamme de la mémoire. Et aujourd'hui, c'est à vous et à votre histoire, Madame Kolinka, que ces vers font écho. Vous incarnez cette mémoire vivante et vous avez dédié ces 25 dernières années à la faire perdurer. Vous êtes né en 1925 à Paris, dans une famille juive originaire d'Europe de l'Est. À l'âge de 19 ans, vous êtes arrêté avec votre père, votre frère et votre neveu. Déporté à Drancy puis à Auschwitz, vous avez vécu l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire. Là-bas, vous avez vu l'indicible, perdu vos proches et pourtant survécu. Votre courage, votre résilience et votre humanité face à cette barbarie restent aujourd'hui un exemple pour nous tous. Et pourtant, Madame Kolinka, votre histoire ne s'arrête pas à la survie. Vous avez fait le choix de transformer cette douleur en mission, celle du témoignage, en tant que passeuse de mémoire de la Shoah. Vous parcourez la France pour raconter, expliquer, transmettre, et cela aussi bien sur les plateaux télé que devant des lycéens. Votre parole et celle des autres survivants de l'Holocauste est un garde-fou contre l'écueil de l'oubli et du silence qui sont des complices de la haine. À une époque où l'antisémitisme et le négationnisme connaissent une inquiétante recrudescence, où certains cherchent à banaliser ou effacer ces horreurs, votre voix semble plus essentielle que jamais. Ce soir, nous autres, étudiants d'HEC, espérons non seulement entendre votre témoignage, mais également recevoir un appel à la conscience et à la vigilance. Vous nous rappelez que l'histoire ne peut être réduite à des chiffres, que chaque vie perdue, chaque injustice subie compte. Vous personnifiez le fait que ce souvenir n'est pas un devoir abstrait, mais un acte vivant qui nous interpelle et nous engage. Madame Kolinka, c'est avec un profond respect et une immense gratitude que nous vous accueillons ce soir. Merci à vous. Madame Kolinka, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour nous de vous accueillir ici à HEC. On voudrait commencer donc une première partie sur votre récit et votre témoignage qui est évidemment très important et d'une richesse absolue pour les élèves qui vous écoutent aujourd'hui. Vous êtes donc né le 4 février 1925 à Paris, dans une famille juive athée, originaire d'Europe de l'Est. Vous avez grandi dans le 11e arrondissement, puis à Avignon, où votre famille s'était réfugiée après l'invasion allemande. Et vous meniez alors une vie d'adolescente entre l'école et les amis. Mais le 13 mars 1944, tout bascule. À 19 ans, vous êtes arrêté avec votre père, Léon Cherkassky, votre jeune frère Gilbert et votre neveu Georges, par la Gestapo, à la suite d'une dénonciation. Est-ce que vous pouvez nous raconter, si vous avez des souvenirs de ce jour-là, oui, quels souvenirs vous reste-t-il de ce jour-là ? Bon, ben, vous savez tout, je m'en vais. Il fut un temps où un monsieur nommé Hitler détestait, haïssait les Juifs. Vous êtes devant, vous, madame? Oui, vous? Madame, mademoiselle, en tout cas, c'est pas monsieur. J'allais dire, comment me trouvez-vous? Ben non, vous me trouvez belle, c'est normal. C'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que j'ai l'air anormal, d'après vous? Absolument pas. Je suis sourde et j'entends rien. Absolument pas. Ben, exactement. Et si je demande à vous, derrière, là? Oui, à vous? Oui, ben vous allez dire la même chose, je suppose. Là, je pourrais demander à la personne qui est dans le fond, que je ne vois pas du tout, c'est vrai, je suis normal. Eh bien, vous, comme moi, vous avez tort. Pour Hitler, je n'étais pas normale, j'étais juive. Hitler haïssait les juifs. Mais comment voulez-vous qu'ils reconnaissent les juifs, puisque vous-même vous dites, ben, vous êtes comme moi, vous êtes comme moi, on n'a rien de spécial. Hein. Si, pendant l'occupation allemande, il y avait une caricature de juifs
Je ne sais pas si vous connaissez à l'opéra le cinéma Paramount. Eh bien, toute la hauteur d'un immeuble de 4 étages, ils avaient fait une caricature d'un juif, alors avec un nez. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de juifs, peut-être. Est-ce que vous en avez vu qui avaient des nez comme ça? Moi, non, jamais. Donc, c'était des caricatures. Et moi-même, j'ai été marquée par cette caricature. Quand on a été dans l'autobus qui nous emmenait de Drancy dans les trains, je regardais les personnes, mais personne n'avait le type jupe. Vous voyez, moi-même qui l'étais, j'ai été influencée par cette publicité. Le fait est, il n'y a pas de type juif. On vient du nord, on vient de l'est, on vient du sud, on a des types de ces peut-être de ces pays-là, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc, comment reconnaître les juifs d'un non-juif? Déjà, il va nous obliger à aller dans les commissariats pour se faire recenser. Là maintenant, tout commissariat, préfecture, en tout cas nous à Paris, c'était dans les commissariats, ils ont nos identités, nos adresses, ce qu'on a comme de chez nous. Si vous avez, à l'époque il n'y avait pas de machine à laver, mais enfin il fallait tout décrire, ce qu'on avait dans les appartements, et on sortait de là avec sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Hitler, n'oubliez pas, il veut nous humilier, il veut nous faire souffrir. La carte d'identité avec le gros tampon juif, ça ne nous fait pas grand-chose. C'est encore quelque chose pour nous humer. La carte d'identité, on ne se balade pas avec la carte d'identité, donc personne ne saura qu'on est juif. Donc il va nous obliger à mettre sur nos vêtements une étoile en tissu jaune marquée juif. Là maintenant, tout le monde voit. Vous allez me dire, vous n'aviez qu'à pas la mettre. C'est sûr, c'était un risque à prendre, parce que des contrôles, il y en avait, je ne sais pas, 10 par jour, à tout bout de champ, contrôle de papier. Eh bien, vous montrez votre carte d'identité avec le tampon juif, et où est votre étoile? C'était dangereux, c'était la prison c'est la déportation. Donc on apportait l'étoile. Je n'ai jamais été humiliée de porter l'étoile. Bon, je suis juive, je le sais, je ne pratique pas, mais ça m'est égal, mais c'est vrai, je suis juive, donc je porte l'étoile. Par contre, du fait qu'on portait l'étoile, il y a eu des lois qui ont été promulguées. Les juifs n'auront plus le droit d'être en contact direct avec les non-juifs. Je suis juive, vous, mademoiselle, vous ne l'êtes pas, je n'ai pas le droit de vous approcher. Et vous n'avez pas le droit de m'approcher non plus, d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup de métiers qui vont être interdits aux juifs. Les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants. Alors, mon père, les professeurs aussi, les instituteurs, plus le droit. Mon père a un petit atelier, il fabrique des imperméables, il a 2-3 ouvrières, elles ne sont pas juives, eh bien, il n'a plus le droit de mettre un pied dans son atelier. Interdit. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Les clients s'approchent, elles ne leur demandent pas vous êtes juif ou pas juif, elles vendent. Eh bien, plus le droit d'être en contact. Donc, à l'époque, j'avais 14-15 ans. Maintenant, à 14-15 ans, on a peut-être un petit peu, selon les familles, du plomb dans la tête. Mais moi, je suis la petite dernière d'une famille de 6 filles. Donc, le plomb dans la tête, eh ben, j'en ai pas. Moi, je vois que, bah, chouette,
papa ne travaille pas, mes sœurs ne travaillent pas, on va pouvoir être ensemble. On ne le fait jamais habituellement. Chacun part le petit déjeuner, alors on n'était ensemble que le soir. Et bien maintenant, grâce à Hitler, on va être le matin, le midi et le soir. Je vais pouvoir. Mes sœurs qui ne travaillent pas, eh bien chouette, elles vont aller se promener. Eh bien, moi j'avais le droit encore d'aller dans les cours. Hein. On avait le droit d'aller jusqu'au bac. Après, plus le droit de faire d'autres études. Bon, eh bien donc, je n'ai pas encore le bac. Si, dans ma cuisine, mais je les ai achetés. C'est là qu'il faut rire. donc je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Moi, je vais pouvoir sortir avec mes sœurs. Papa est là aussi, donc on va pouvoir déjeuner, dîner tous ensemble. Voilà, moi je vois le beau côté des choses, et comme ça jusqu'en 1942. Et en 1942, Hitler commence à changer de tactique. Il va commencer à faire déjà d'abord c'est les étrangers. On va arrêter tous les juifs étrangers. On va les envoyer Baume-la-Rolande ou Pithiviers. Et puis, ma foi, après, c'est avec les Français aussi. Mon père était très, très fier d'être né à Paris. Les origines, toutes ses filles sont nées à Paris. Les aînés de ses filles sont mariés avec des jeunes gens qui ont fait la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père, lui, pense que nous, on ne craint rien. Nous, on est Français. C'est un peu égoïste pour ceux qui étaient étrangers, mais dans certains cas, on a le droit d'être égoïste. Donc, on va vivre tranquillement. Pardon, en 1942, ça change. Tous les Juifs vont être arrêtés. Alors, la France avait été coupée en deux, j'ai oublié de vous le dire aussi, ça. Il y avait la zone occupée, la zone libre. En zone occupée, c'était le nord de la Loire, et là, c'était sous le joug des nazis, Hitler, et là, les Juifs, c'était sa bête noire. En zone libre, ce n'était pas comme ça. Alors, en zone occupée, les magasins tenus par des Juifs, il y avait des grosses pancarte, ce magasin est tenu par un juif. En Allemagne, il promenait les juifs avec des panneaux sur leur poitrail. En France, non. En France, on va nous obliger à mettre cette fameuse étoile. Cette fameuse étoile était en tissu. Il a même fallu donner des points de textile pour les avoir. Alors, cette étoile devait être cousue solidement. Pourquoi solidement? Parce que si c'était cousu avec des points trop lâches, ça veut dire que vous voulez l'enlever. Et quand les points sont lâches, ça ne laisse pas de traces dans les tissus. Tandis que quand c'est des points serrés, si vous enlevez quelque chose qui a été cousu, ça se voit. Donc voilà, il fallait faire couloir. Moi, j'ai porté l'étoile pas très longtemps parce que on partageait l'appartement avec ma sœur aînée et son mari. Moi, je les prenais pour des résistants parce qu'ils recevaient beaucoup d'amis qui restaient une nuit, quelquefois chez nous, quelquefois plus. Ils ne sortaient pas. Donc, pour moi, c'était des résistants. En fin de compte, quand on est venu nous arrêter, c'est parce qu'on était dénoncés. On n'est pas venu nous arrêter. On nous a prévenus. C'était un monsieur de la préfecture. Merci à lui. Maintenant, ces personnes-là, on les appelle les justes. Ce monsieur nous prévient. Il travaille à la préfecture de police. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père commence à s'inquiéter parce que commissaire, c'est quelque chose, mais si ça monte jusqu'à la préfecture, là, ça doit être grave. On est dénoncé parce qu'on est communiste et communiste actif.
En réalité, je ne sais pas si mon père était communiste ou pas, mais c'est vrai que ma sœur aînée, avec qui on partageait l'appartement, et son mari étaient très actifs. Donc ça a déplu à certaines personnes et on nous a dénoncés. Ça a été le premier. Donc, on est dénoncé, ce monsieur nous prévient, quittez la zone, il vaut mieux que vous partiez, vous allez être surveillé de très près. Donc, on est parti de la zone occupée pour aller en zone libre. Déjà, ma mère avait préparé beaucoup de bagages, tout ça. La concierge, quand on est passé, n'a absolument pas voulu qu'on parte avec tout ça. Non, non, mon fils risque de partir à cause de vous en Allemagne. Partez sans bagages. Donc, on est parti avec une petite valise et on s'est retrouvés à prendre. Alors, mon père ne voulait pas qu'on parte tous ensemble. On a été partagés en 4 groupes. Chaque groupe avait un passeur différent. 2 groupes, il n'y a pas eu de problème du tout. Le passeur a fait son travail comme il faut et elles se sont retrouvées en zone libre. Un autre groupe, c'est mon père, ma mère et une de mes sœurs, ont affaire avec quelqu'un, un cheminot. Alors, ils doivent être dans tel wagon, descendre dans une voiture, et s'ils descendent dans cette voiture, eh bien, il y aura au pied de la voiture quelqu'un qui va les attendre. Tout se passe bien comme il faut, ils arrivent à Lyon, ils descendent, eh bien oui, mais il n'y a personne pour les recevoir. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on est resté des heures. Non, non, pas des heures. Ce monsieur a eu un petit peu de retard. Il est venu les chercher. Tout. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, c'est à Angoulême qu'on doit retrouver notre passeur. On doit le retrouver au buffet de la gare. On arrive au buffet de la gare. Dès que le train qui nous a amenés de Paris à Angoulême a quitté, eh bien, toutes les issues du buffet de la gare sont bloquées. Plus personne ne peut ni entrer ni sortir et contrôle de papier. On a des faux papiers, on est assez rassuré, mais moi j'ai la bêtise d'avoir avec moi, je fais partie du Racing Club, vous vous rendez compte, Ginette, une petite juive au Racing Club, c'était quelque chose pour moi d'extraordinaire et je n'ai eu du mal, je ne pouvais pas déchirer cette carte, ce n'était pas possible. Donc je l'avais avec moi et j'ai prévenu mes sœurs, et j'ai ce papier-là avec le vrai nom, qu'est-ce qu'on fait? Ne te casse pas la tête, demande d'aller aux toilettes. Et puis, ben oui, je sais ce que j'ai fait. Seulement, aux toilettes, la sentinelle, vous ne fermez pas votre porte. Et puis, naturellement, qu'il n'est pas rentré avec moi. Mais si je déchire cette carte, le bruit, il va l'entendre. C'est dangereux. Donc, je reviens. Et non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a découpé cette carte et on a commencé à l'avaler. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà avalé des boules de papier, mais des boules de carton, c'est plus difficile. Et devant nous, il y avait une dame, pourquoi j'en sais rien, qui avait de l'alcool. Ça fait qu'elle nous a passé sa petite bouteille d'alcool et pour faire glisser ça, on a bu un petit peu. Pas beaucoup, une petite goutte, mais ça serait maintenant, je suis habitué. Non, il ne faut pas exagérer, mais enfin bon, je ne suis pas. Tandis que moi, j'avais seulement jamais trempé mes lèvres dans un verre de vin. La petite goutte d'alcool, ça m'a rendu euphorique, parce que comme ça, j'ai appris que j'avais le vin gai. Et quand vous êtes juive, mais j'aurais dû trembler de peur. Ça y est, on est découvert. Moi, juive, ah ben alors, vous me la baptisez maintenant. Mais non, alors, on avait des faux papiers avec des vrais noms,
de personnes qui avaient été vraiment à l'église, avaient été baptisées, avaient fait leur première communion, leurs parents s'étaient mariés, donc on avait des adresses d'église. Les églises, ça ne change pas, donc vous n'avez qu'à vérifier, allez voir. Ils nous ont mis, alors je ne sais pas du tout combien de temps on a été en prison, mais on était en prison à Angoulême, mais pas dans des cellules, hein. C'était une grande pièce, et on était dans cette grande pièce. Combien de temps qu'on y est resté, je ne sais pas, mais au bout de très peu de temps, ils sont venus nous retrouver. On voit bien, on a vérifié, vous n'êtes pas juif, et puis rien qu'à votre comportement, on voit bien que vous n'êtes pas juif. Les juifs, ils sont comme ci, on les laissait parler, on est content, ils nous ont laissé partir, et on est passé par Chalon-sur-Saône, et là, on a retrouvé tout le monde. Mais Aix-les-Bains, ce n'était pas le point final. On devait aller à Avignon. Ma sœur aînée avait des amis à Avignon. Elles nous ont trouvé. Il fallait on voulait être toute la famille ensemble. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon. Un monsieur qui avait une grande maison. Il nous a loué son premier étage. On est resté chez lui pendant 3 mois. Mais papa était parti avec un peu d'argent, mais là, il n'y en avait plus. Ça devenait urgent. Il fallait absolument qu'on trouve du travail. Moi, j'ai 2 sœurs qui étaient secrétaires de métier. Moi, j'avais fait 1 an de cours commercial. On cherche toutes les 3 à Avignon. Mais Avignon, il n'y a rien. Ce n'est pas une ville industrielle. Il n'y avait rien pour nous. Et quelqu'un nous a dit, peut-être que si vous alliez à côté d'Avignon, à Vedène, il y a une grosse boîte de Paris qui s'appelle Péchinet, qui, dès le début des hostilités, a été s'installer. Peut-être que là, vous trouverez. Et on a été là, et mes sœurs, secrétaires de métier, mais mesdemoiselles, n'attendez pas 8 jours. Demain, vous venez, on vous embauche. Mais vous dites vous-même que vous n'avez jamais travaillé, que vous avez fait un cours commercial, mais nous aussi, on a formé des élèves, alors on n'a pas besoin de vous. Alors, est-ce que j'avais la larme à l'œil? Est-ce que d'un seul coup, ce chef du personnel trouve des jeunes filles qui veulent absolument travailler? Allez, on vous embauche aussi. Donc ça y est, on est embauchés. Les 2 sœurs qui faisaient les marchés, mon père se renseigne à droite, à gauche, il est en contact avec le maire d'Avignon. Est-ce qu'ils sont du même bord politique? Est-ce qu'ils ont sympathisé? Ce maire d'Avignon, mes sœurs, il leur procure chacune un petit logement. À nous, une maison qui était abandonnée, peut-être une histoire d'héritage, dans tous les cas, j'en sais rien. Cette maison était complètement vide, eh bien, il nous la loue. Ma mère a beaucoup de goût, avec un petit bout de chiffon où elle vous fait quelque chose de très joli. On a habité cette maison, et du coup, j'ai vécu jusqu'en 1944 alors, jusqu'en 1943, on travaille comme ça comme secrétaire. Et en 1943, la France est complètement occupée. Et du coup, cette maison qui nous embauche n'a plus de raison d'être en zone libre. Elle va remonter sur Paris. Il y en a qui les ont suivis. Nous, on ne peut pas les suivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a eu du mal à trouver du travail déjà en 1942. Ce n'est pas en 1943 qu'on va retrouver. J'ai mes sœurs avec qui on travaillait dans les bureaux. Son mari avait déjà commencé à faire les marchés. Elle l'a rejoint. Et nous, les plus jeunes, eh bien, le maire d'Avignon nous a procuré des places sur les remparts d'Avignon. Et là, on y est resté jusqu'en 1944.
On est le 13 mars 1944, on est dans le midi, les premiers rayons de soleil commencent vraiment à chauffer, il est l'heure d'aller déjeuner, et bien Ginette, qui est un peu grassouillette, profite de ce beau soleil pour ne pas aller déjeuner. Au moins là, je vais commencer mon régime. C'est mes sœurs qui vont, ma sœur et ma cousine, qui vont déjeuner à ma place. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure. Oh Ginette, t'as tort. Il y a que si, ah, je ne peux pas résister, je ne peux pas laisser un repas comme ça. Là, je ferai du régime la prochaine fois et je vais à la maison. Je vois absolument rien en cours de route, mais je ne cherchais pas non plus. Et arrivé à la maison, il n'y avait absolument rien, ça je suis certaine, qui aurait pu me dire « Ginette, rentre pas, il y a quelque chose qui est louche ». Je rentre, mon père est là, est-ce que c'est lui qui m'a dit ah, « On a été dénoncé, la Gestapo vient nous arrêter ». Est-ce que c'est la Gestapo? Vous êtes juif? On vient. Mais j'entends juif, vous vous rappelez? Quand on a passé la ligne de démarcation, on a dit on est juif, et puis ils nous ont relâchés. Moi, je pense que ça va être pareil. Mais non, on n'est pas juif. Ah, là, c'est pas pareil. Il y a mon père, mon frère, mon neveu, 3 personnes du sexe masculin. Quand on a passé la ligne de démarcation, on n'était que des filles. Donc là, c'est pas pareil. Et la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Ce sont des coutumes, même si vous n'êtes pas pratiquante, vous le faites quand même parce qu'au point de vue hygiène, ça évite quand même des infections. Donc, la Gestapo connaît ça. Elle emmène mon père, mon frère, mon neveu dans la cuisine. On les fait déculotter. Ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés ont raison. Immédiatement, alors qu'il n'y avait rien devant la maison, on nous jette devant une traction. Avant, c'était la voiture de la Gestapo, les tractions. Mais j'ai le temps, avant d'être dans la première traction, de voir derrière une autre traction. Et cette traction, il y a 2 jeunes gens qui la conduisent. Et parmi ces 2 jeunes gens, il y en a un que l'on connaît. Ce jeune homme, depuis quelques jours, passait devant notre étalage. On est des jeunes filles. Un jeune homme vous regarde, il vous fait des sourires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez, mademoiselle? Si vous aviez un jeune homme qui vous regardait et qui vous fait des sourires, vous penseriez à quoi? Comment? J'entends pas. Qui veut venir vous séduire. Oui, c'est ça, il drague. Exactement, c'est ça. Alors, il passait, non, et quand j'ai vu qu'il faisait partie de la Gestapo, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Tout le temps de ma déportation, et 15 mois, 17 mois même, eh bien, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées. Mais c'est tellement grand, le corps de Birkelot, plus grand que je ne pensais, même moi, qu'il peut y avoir votre mère dans un coin, votre sœur dans un autre, et pas vous rencontrer. Donc, moi, on est arrêtés. Tous les juifs français qui étaient arrêtés en France passaient par Drancy. Donc, Drancy, je ne sais pas si vous l'avez déjà visité, on peut le visiter. C'est un peu spécial. Ça vous fait comme une grande avenue, si vous voulez. Et au bord de cette avenue, eh bien, vous aviez à l'époque des bâtiments. Je suppose que, comme c'était les premiers gratte-ciel qui sont sortis
du sol. Peut-être que les gendarmes devaient habiter tous ensemble, les familles et leur travail. Donc, dans les gratte-ciel, c'était la famille qui y habitait. Et au bord, à la base de ces gratte-ciel, il y avait en prévision des grandes salles vides pour faire certainement des bureaux. Quand Hitler est arrivé, il a vu ça, ça lui a parlé, et il en a fait son endroit pour... Alors, au début, ça a été les prisonniers de guerre qui ont été là, et puis après, les prisonniers de guerre sont partis en Allemagne et ont été remplacés par les Juifs français. Donc, je suis arrivé, alors aussi, je suis on est en 44, en mars 44, j'arrive à Drancy. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de Drancy. Ceux qui sont arrivés en 41, 42, même 43, ne pensent pas comme moi. Moi, j'arrive à Drancy, c'est une grande avenue, on ne travaille pas, on ne fait rien. Le premier jour, je me promène avec mon père. Les hommes, la nuit, étaient séparés des femmes, mais dans la journée, on se promenait. Je promène toute la journée avec mon père, mais je ne sais pas si c'était comme ça chez vous avant, mais je dis avant parce que maintenant, les papas, on chahute, on blague. Mais moi, quand mon père, ma mère le mettait sur un piédestal. Mon père, c'était le seul qui ramenait l'argent à la maison. Bon, papa a des soucis, les filles. Ne vous amusez pas à blaguer quand vous êtes à table. Papa ici, papa là, papa là. Donc papa m'intimidait, c'était un monsieur que je ne connaissais pas. Et je vais la voir toute la journée à lui parler, je ne sais pas quoi dire. Alors je lui dis, toi papa, tu ne pourras pas travailler comme nous. Nous, c'était mon neveu qui avait 14 ans, qui était costaud, et puis moi, qui en avait 19. Toi, tu ne pourras pas faire ce qu'on va faire. Parce que moi, je savais que quand on était arrêté, c'était pour aller dans un camp de travail. Un camp de travail, je sais bien que ce n'est pas pour faire de la broderie. On va avoir un travail dur à faire. Mais je suis jeune, je suis costaud. Et qu'est-ce que c'est qu'un travail dur? Eh bien, pour moi, qui étais dactylo ou secrétaire ou vendeuse, eh bien, c'était travailler dans les champs ou travailler en usine. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il y en a qui font ça toute leur vie. Donc, alors avec mon père, toi papa, tu ne pourras pas faire comme nous. T'as qu'à leur dire que tu sais piquer à la machine. Peut-être qu'il y aura des réparations à faire. Mon père me laissait parler, il ne m'a jamais répondu. Il aurait pu dire, mais Ginette, arrête de rêver, regarde autour de toi, regarde cette dame, t'as vu comment elle est? Elle est tellement maigre, on la pousse, elle tombe. Et tu crois qu'on l'a arrêtée pour travailler? Et regarde le petit qui est avec elle, il a quel âge? Il a 8 ans, 9 ans. On l'a arrêté pour travailler. Et regarde, encore mieux, regarde ce monsieur. Il est dans une chaise comme moi. Et ça veut dire qu'il ne peut pas marcher. Tu as vu ses bras? Il n'en a qu'un. Alors, tu crois qu'on a arrêté un monsieur comme ça pour travailler? Non, non, Ginette, arrête de rêver. Moi, j'ai peur, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, jamais il m'a dit un mot pareil, et je voyais ce qu'il voyait. Je voyais tous les gens qui se promenaient. Eh bien, les nazis nous disaient qu'on allait dans un camp de travail. Je croyais. Alors, on est resté jusqu'au... on est arrêté le 13 mars. Je vais rester à Drancy 15 jours. Ça y est, maintenant, c'est le départ. On a le droit d'emmener une couverture. On a même le devoir d'en emmener une couverture. Et puis, si vous avez des bagages, vous emmenez les bagages. Nous, on n'avait pas de bagages, mais la couverture, sur le bras gauche, on doit l'emmener. Moi, je suis contente parce que je suis dans l'autobus qui va nous emmener à la gare pour prendre le train pour aller. Je me retrouve avec les amis que je me suis fait
à Drancy, et puis ma petite famille. Et on est dans le même autobus, ça veut dire qu'à la descente de cet autobus, où on sera dans l'usine pour travailler, mais on sera au moins, je serai ensemble avec eux. Et en effet, on arrive, on est devant une gare. J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget, c'est la gare de Bobigny, et là on descend, tout le monde doit descendre, et les hommes, les femmes, on est tous ensemble, et il y a un train qui est sur le quai de la gare. Ce train est complètement... Toutes les portes, tous les wagons sont ouverts, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien pour les voyageurs. Moi, je pense bêtement que ce train va partir et qu'il va y avoir un train qui va arriver. À l'époque, il y avait 3 classes. Pas de train. C'est ce train, il va être pour nous. On nous fait monter dans les wagons. Il faut faire vite. Quand il y a un wagon qui est exposé à Drancy, pour y accéder, il y a une espèce de planche en pente qui fait qu'on peut monter. Je ne crois pas qu'il y avait une planche comme ça devant chaque wagon. Donc, comment j'étais jeune, j'ai dû pouvoir sauter pour monter dans le wagon, mais les personnes qui étaient âgées, les personnes qui étaient handicapées, les personnes enceintes, comment qu'elles ont fait? On ne sait rien. On s'est retrouvés dans les wagons. Dès que le wagon était plein, les portes sont refermées et on s'est retrouvés dans une obscurité pas totale, parce que quand même, il y avait les volets qui étaient un petit peu entr'ouverts et puis les planches qui n'étaient pas très soudées, donc laissaient un peu de lumière, un peu d'air. Mais par contre, il y en a qui ont eu la chance d'avoir des fenêtres dans leur wagon. Donc, elles ont vu le jour, elles ont vu la nuit, ils ont vu les gares où elles passaient. Donc, elles savent dans quelle direction elles vont. Nous, on n'a rien vu de tout ça. On a voyagé 3 jours, 3 nuits. J'avoue franchement, peut-être qu'au début, quand je parlais, je réalisais, je voyais, mais là maintenant, je ne sais pas comment j'ai passé ce voyage. En tout cas, le train s'arrête, les portes vont être déverrouillées, ce sont des hurlements, des chiens qui aboient, les hurlements des officiers. Quelqu'un saute dans le wagon et nous pousse, il faut faire vite, mais il y a des femmes qui étaient en train d'habiller les enfants, qu'elles avaient des chaussées. Non, 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 il faut descendre. Et je me retrouve assise sur le sol du wagon et j'entends sur les quais les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui ne veulent pas marcher. Le train s'est arrêté, c'est pas le camp. Il va falloir marcher. Donc, moi, je crie à papa, « Papa, Gilbert, prenez le camion. » Et papa Gilbert m'ont écouté. Ils sont montés dans le camion. C'était la dernière fois que je les voyais. Je les ai envoyés à la mort. Je les ai envoyés à la mort, peut-être pas moi spécialement, parce que quand on s'est tous retrouvés, les hommes ont été séparés des femmes, et il fallait se mettre 5 par 5, et 5 par 5, on passait devant des officiers qui, d'un coup d'œil très rapide, toi tu vas là, toi tu vas là. Est-ce que j'étais à droite, est-ce que j'étais à gauche, je ne me souviens pas. En tous les cas, avec moi, on était un petit groupe de femmes, de jeunes femmes assez costauds, assez jeunes, mais de l'autre côté, alors là, il y avait tous les représentants de l'humanité, des enfants, des femmes enceintes, des vieilles dames, des personnes handicapées. Tout le monde était ensemble. Nous, le petit groupe, on va partir à pied. Et à pied, à un moment donné, on aperçoit des fenêtres avec des cheminées. Ah ben, là, mon usine, c'est là que je vais travailler. Et puis les champs, eh ben, j'étais en train de les traverser. Donc ça y est, moi je me sens. On arrive dans le camp
Et dans ma petite tête, moi, un camp de travail, il y a un endroit pour loger les employés, et puis il y a l'usine. L'usine, ce sont les fumées, les cheminées que j'ai vues. Ben, quand je rentre dans le camp, eh ben, dis donc, ça doit être une drôle d'entreprise. À perte de vue, des baraques, des baraques, des baraques. On va nous emmener dans un endroit, je crois bien que c'est le seul qui est comme ça, en pierre. Sinon, Birkenau, c'est des briques ou du bois. Là, c'est un bâtiment en pierre. On va rentrer. Ce bâtiment est partagé en plusieurs salles. On va rentrer dans une salle. Elle est vide, pas complètement. Il y a des femmes qui sont là, derrière des tables, 2 tables ou 3 tables, pareil, je ne me rappelle plus. On est à 1,50 m d'elle. Il faut qu'on soit en rang. Avec ces messieurs les nazis, un rang, c'est pas n'importe quoi. Après nous avoir donné des coups de pied dans les talons, des coups de pied dans les doigts de pied, on est rangé comme ils veulent. Et les ordres arrivent, déshabillez-vous. On a des manteaux, on les enlève, schnell, schnell. Donc il faut encore enlever autre chose. Les vestes, les pulls, schnell, schnell. Donc il faut encore enlever. Bon, alors maintenant on est en combinaison. À l'époque, les femmes mettaient des combinaisons. Il faut l'enlever aussi. Bon, alors on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, il faut l'enlever aussi. Nudité totale. Pour moi, ça a été quelque chose de terrible. Est-ce que je suis pudique? Est-ce que pour tout le monde, ça a été comme ça? Ou est-ce que c'est moi, personnellement, parce que je suis très pudique? Je suis malade de honte. J'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache mon sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais de temps en temps, j'ouvre quand même les paupières pour m'apercevoir qu'il y a des femmes qui ont des corps, mais je ne savais pas que ça existait, ça. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des poitrines qui tombaient. Non, je vais vous dégoûter des femmes, n'écoutez pas. J'apprends à découvrir ça, mais je ne suis pas là pour regarder. Maintenant, je suis là devant ces femmes. Il y en a une qui a un registre. Est-ce que c'est elle qui a écrit mes coordonnées? Est-ce que c'est moi? Je ne m'en rappelle pas. Et l'autre, à côté, prend mon bras, et sur mon bras, je vous montre ça, vous ne le voyez pas, mais n'empêche que je peux vous le dire, elle me met un beau numéro. Et je dis un beau numéro, et je le crie, parce qu'on n'a pas tous la même personne qui nous a tatoués. Et celle qui m'a tatoué était douée. J'ai un beau petit numéro, 78 599. Est-ce qu'on était 100 000, est-ce qu'on était 150 000 quand on est rentré et que je suis la 78 599? Ça non plus, je ne le sais pas. En attendant, je suis là, elle m'a tatoué. Alors j'ai des camarades, elles ont frotté. Non, non, ça ne part pas, c'est assez profond. Je ne sais même pas si ça fait mal, parce que vous pensez bien, on nous a mis nus, on nous a rasés, alors on nous enlève les poils du sexe, et vous imaginez, vous êtes là avec un groupe de femmes, et ce groupe de femmes est autour de vous, et on vous enlève les poils du sexe, on vous enlève les poils sous les bras, on vous enlève vos cheveux, tout ce qui pouvait être humiliant, les nazis l'ont trouvé. Et maintenant, on est tous pareils, il n'y a plus de blondes, il n'y a plus de rousses, on n'est plus rien que des personnes. Alors, comment on est habillé? Souvent, je pose des questions et tout le monde me dit vêtements rayés. Non, on est juive et nous, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. On va être habillé avec les vêtements que les juifs, quand ils ont été arrêtés, ont emmenés de chez eux. On les arrête, prenez quelques vêtements,
Vous avez ceux qui ont pris ce qu'elles avaient de mieux, vous avez celles qui ont pris ce qu'elles avaient de moins bien, et tout ça arrive dans le camp. On n'a pas le droit de descendre nos bagages nous-mêmes, c'est un commando qui va le descendre. Et ce commando, ça s'appelle Commando du Canada. Canada, ça paraît quelque chose de grand, de calme, et c'est presque ça, parce que ce commando, ceux qui vont y travailler ont une chance extraordinaire. Vous pensez bien qu'ils vont prendre les bagages qui sont dans les wagons, ils vont les amener dans le camp, ils vont trier ces bagages. Bien naturellement, on les a habillés comme nous on est habillés, c'est-à-dire très 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 mal habillés. Nous, on n'a pas de vêtements rayés, hein. On est juifs, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. Alors on est habillé avec ces vêtements-là. Si vous êtes bien tombé, tant mieux. Si vous êtes mal tombé, tant pis. Et alors que les femmes qui sont dans le commando du Canada, elles ont la chance de pouvoir trier les bagages et de prendre ce qu'elles ont besoin de changer. Je me souviens plus ce que j'avais comme vêtements, c'était pas trop mal. Alors maintenant, ça y est, on a été habillés. Les chaussures, ça je ne me rappelle plus du tout comment qu'on était chaussés, mais de toute façon, les chaussures, ce que je me souviens, c'est qu'on nous les avait jetées, elles étaient par paires, mais une fois qu'on nous les jette, les paires se sont défaites, et on s'est retrouvé avec un talon plat, un talon haut, deux pieds gauche, et puis on s'est arrangé à avoir les bonnes chaussures. Enfin, si on peut appeler ça bonnes chaussures. Et puis maintenant, on est rentré ils nous emmènent dans la baraque. Alors, vous êtes en prison, on avait des lits superposés. À Drancy, où on dormait par terre, où on avait aussi des lits superposés. Et là, on nous emmène dans une baraque, des niches, des espèces de niches qui font 1,50 m de large, sur 1,50 m, des niches carrées. Il y a 60 cm entre le sol du dessus et le plafond du bas. Et on ne peut pas être assise. Si vous êtes assise, vous avez la tête sur vos genoux, et c'est là qu'on va loger. Alors, on est 6 par koya, ça s'appelle des koyas. Et la personne qui nous accueille, c'est la Blokova. Et la Blokova nous explique qu'on ne peut pas être 6 côte à côte. Il y en aura 3 dans le fond et il y en a 3 au bord. J'ai la chance d'être au bord, donc j'aurai un peu plus d'air que celles qui sont dans le fond. J'ai cru que jamais je pourrais m'endormir avec tout ce qui venait d'arriver en très très peu de temps. En fin de compte, j'ai plongé dans le sommeil tout de suite. Mais à peine, j'ai l'impression que je n'ai même pas dormi quand déjà on nous réveille. C'est la lumière en grand et la Blokova qui passe dans les rangs et qui commence à frapper tout le monde pour qu'on se lève. Du coup, c'est là que j'ai eu le premier baptême, un coup sur le crâne. Et il faut être tout de suite dehors. Et on était mal habillés, mais on ne dort pas avec les affaires quand même, hein. Donc on les avait pliés sous nos têtes. Sous nos têtes, il y avait déjà les chaussures. Donc il faut mettre les chaussures, il faut mettre les habits. On a mis trop de temps, on a tous eu le droit à recevoir des coups. Ça fait que le lendemain, eh bien, on a compris, il ne fallait pas se déshabiller. J'ai vécu les 15-16 mois que j'ai vécu à Birkenau sans jamais me laver et sans jamais avoir changé de vêtements. Je suis toujours, quand je parle comme ça, mais je dis, mais on dormait dans une espèce de petite case, on était les unes sur les autres, on ne se lavait pas, on devait se sentir mauvais, ça devait être affreux.
les nazis nous traitaient de sales cochonnes de juifs, mais je pensais que c'était par injure. Mais non, vous avez raison, on devait être sale, très 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 sale. Et ça, je ne me rappelle pas. Et toujours, je dis, j'ai une camarade qui est avec moi dans le camp, il faut que je lui demande si elle se lavait ou si c'était moi qui étais sale et qui ne me lavait pas. Je sais une chose, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait qu'une seule baraque où il y avait de l'eau. Alors, certainement que c'était la grande bagarre. Et si vous vouliez vous laver, il fallait vous déshabiller. Et si vous déshabillez, vous avez celle à côté qui peut vous faucher vos affaires. Je pense que les gens ont fait comme moi. Mais ça, je ne peux pas le garantir, puisque je vous dis, il faudrait que je pose la question. Et j'ai eu la chance, à Birkenau, d'être là en novembre 1944, quand un beau jour, ce jour de novembre 1944, on m'a changé de baraque et je ne suis plus avec personne qui parle le français. Je suis là, je perds le moral. Être avec... vous côtoyez des gens, personne ne parle comme vous, on ne se parlait pas d'ailleurs, mais au moins bonjour, ou on pourrait se parler. Et bien là, je ne peux même pas parler parce que je ne comprends personne. Donc j'ai perdu le moral, et perdre le moral, c'est très très mauvais. Et du coup, je suis là et on m'emmène pour travailler. Donc je vais travailler là encore avec des gens qui ne parlent pas comme moi et tout. Je me suis cachée. Et cacher, c'est pas... On ne peut pas se cacher beaucoup. Donc je me suis cachée. On m'a retrouvée à force coup et on me met au dernier rang du commando qui part pour aller travailler. Et ce commando était un petit commando, il n'y avait pas besoin de beaucoup de monde. Quand on est passé devant les officiers, eh bien, le dernier rang, ils nous ont fait retourner. Je fais partie du dernier rang, eh bien, je ne vais pas travailler. Quand on ne travaillait pas, il ne faut pas croire qu'on restait pour dormir ou... Non, quand tu ne travailles pas, tu dois être au garde à vous devant ta baraque. Mais on sait très bien aussi que, comme on n'est pas tout seul, on est toujours 5 par rang, eh bien, il y en a une qui surveillera, les autres vont se reposer, et quand elle verra quelqu'un qui approche, elle fera signe, et du coup, tout le monde se mettra debout. J'ai eu cette chance-là d'être là en novembre 1944. Un train avait amené dans la nuit des Hongroises. Il était là, wagon ouvert. Eh bien, on nous a poussés dans ces wagons. Les portes ont été refermées. Et là, ça a été un voyage très dur parce qu'il n'y avait rien, alors qu'à Drancy, il y avait quand même de la paille un peu par terre. Il y avait quand même un seau pour faire ses besoins, tandis que là, il n'y a rien du tout. On a fait un voyage affreux et on s'est retrouvés à Bergen-Belsen, qui est un camp de concentration et pas un camp d'extermination. À Bergen-Belsen, on n'a pas travaillé, on débarque, on nous fait traverser un village. Il y en a qui disent que les enfants nous jetaient des pierres. Moi, je n'ai pas vu ça, mais j'ai vu des enfants. Et on est arrivé dans un grand champ, même pas un champ, une grande étendue vide complètement, et puis personne pour nous dire ce qu'il faut faire, pourquoi qu'on est là. Et derrière ce grand terrain vague, dans le fond, on aperçoit un mur de grillage, et derrière ce mur de grillage, des enfants. Il n'y a personne qui nous dit « t'as pas le droit, t'as le droit ». Des enfants, il y a tellement longtemps qu'on n'a pas vu d'enfants. Quelques-unes, on s'approche de ce mur de grillage. Ces enfants parlent français. Qu'est-ce que vous faites là? C'était les enfants
de prisonniers de guerre qui n'auraient jamais dû quitter Drancy et qu'on a quand même déportés, mais au lieu de les emmener à Birkenau, où tous auraient été tués avec leur mère peut-être, eh bien, ils étaient là, ils ont été sauvés. Et puis, à Bergen-Belsen, on a changé beaucoup d'endroits, mais jamais, on n'a jamais travaillé. Et j'ai eu la chance, à Bergen-Belsen, de rencontrer un monsieur qui avait une usine, et il avait besoin de main-d'œuvre. Tous les Allemands qui étaient capables de tenir un fusil partaient à la guerre, mais il fallait que les usines tournent quand même. Eh bien, j'ai eu la chance d'aller travailler en usine. Et là, ça a été formidable. On était un peu mieux nourris, on a été mieux habillés. L'hygiène, je ne me rappelle plus du tout comment que ça se passait. Mais en tous les cas, on a été un peu mieux nourris. Et à Bergen-Belsen, j'ai été travailler dans cette usine. Les Alliés, c'était les Anglais approchant. Les nazis nous ont embarqués avec eux. Nous, on n'a pas fait à pied, comme certains, la marche de la mort. Nous, on a été en train. C'était aussi le train de la mort pour se retrouver à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie. Et là, je ne me rappelle plus de rien parce que je suis arrivée, j'étais très malade. Je n'ai pas réalisé du tout ce que je faisais. J'ai appris que j'avais eu le typhus. Alors, comment on soigne le typhus, j'en sais rien non plus. Mais en attendant, je n'ai pas été libérée comme tout le monde au mois de mai 1945. J'ai été libérée au mois de juin 1945. Je suis avec une autre Française. On se retrouvait dans cet hôpital. On apprend qu'il y a un camion qui va rapatrier les Françaises. On se retrouve dans ce camion. Qu'est-ce qu'on avait comme chaussures? Qu'est-ce qu'on avait comme vêtements? Je pense que c'était les vêtements de l'hôpital. On prend ce camion. En cours de route, il s'arrête pour passer la nuit dans un château. Là, dans ce château, comme on n'a plus de cheveux, on nous donne un bout de tissu pour cacher notre crâne rasé. Le lendemain matin, on reprend ce camion et il va nous emmener pour prendre l'avion. C'est à Tilsen, à côté de Prague. C'est la première fois que je prenais l'avion, je n'ai même pas réalisé. Et on a atterri à Lyon. À Lyon, on nous emmène dans un centre d'accueil. Et dans ce centre d'accueil, les gens venaient nous voir avec des photos. Ils nous amenaient de l'argent, ils nous amenaient de quoi manger quelque chose. Et il y a une dame qui passe pour me donner je ne sais pas quoi, comme tout le monde nous donnait. Et elle s'arrête devant moi, elle me regarde, mais t'es une fille Tcharkassky, toi? Ben oui, je me rappelle de mon nom, je m'appelle Tcharkassky. Et elle m'apprend, ta mère, tes sœurs sont vivantes, et même elles ont récupéré l'appartement que vous aviez à Paris. Parce que quand un juif quittait l'appartement parce qu'il avait été arrêté ou parce qu'il était parti se cacher, tous les appartements étaient vidés. Et comme les propriétaires, c'était leur gagne-pain, eh bien, un appartement qui est vide, ils vont le louer, et ils le louaient à qui le voulait. Et notre chance, c'est que quand mes sœurs sont arrivées à Paris, parce que Paris est libéré, elles sont à Avignon, elles viennent voir à Paris ce qui se passe, la concierge leur dit « Ah non, vous n'avez plus le droit de rentrer chez vous, hein. Ce n'est plus à vous. C'est plus à vous, mais c'est loué à des collaborateurs. » Ils en avaient fait de notre appartement un bureau d'embauche. Donc mes sœurs, c'est peut-être pas bien, mais bon, ils ont été trouver les FFI qui étaient sur la place de la République. Ils ont dit, on a un appartement, il est occupé, ce sont les collaborateurs. Ils les ont arrêtés et
mes sœurs ont pu récupérer l'appartement. Ça fait que moi, quand je suis arrivée, au mois de juin 1945, j'ai eu la chance de retrouver une famille et un appartement. Donc, je n'ai pas eu ce choc comme certaines de mes camarades. Elles n'ont aucune force, elles sont malheureuses et famille, ben, il n'y en a plus. Où est-ce qu'elles vont aller? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Il y a eu des organismes qui s'en sont occupés très, très, très bien. Mais un organisme, ce n'est pas une famille. Hein. Moi, j'ai eu la chaleur humaine. Elles ne l'ont pas eu. Et j'ai eu assez de chance. Mes sœurs ont été adorables. Pendant 2 ans, elles m'ont laissé sans travailler. J'allais voir un médecin. Ce médecin, les commerçants à l'époque n'avaient pas le droit à la sécurité sociale, donc ce médecin prenait quand même une certaine somme à chaque fois. Je ne savais pas qu'on avait les soins gratuits parce que je n'étais pas passée par la filiale des déportés qui arrivaient. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai dit à ce médecin, ça y est maintenant, docteur, je me sens mieux. C'est mes sœurs qui payent pour moi et je ne veux pas abuser d'elles. Donc il ne m'a pas dit je te ferai moins cher. Hein. Mais par contre, eh ben, écoute, je te comprends, mais ne choisis pas une place dans les bureaux, trouve-toi une place de vendeuse, tu parleras comme ça avec les gens, tu seras obligé de blaguer. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à ma mère et une de mes sœurs qui, normalement, elle voulait rester à Avignon parce qu'elle avait son chéri à Avignon, mais comme maman, son appartement, il était libre, elle voulait le récupérer, donc elle était revenue avec elle. Ben, quand elle a entendu ça, Ginette, il faut que tu sois vendeuse. Eh bien, écoute, je fais les marchés, je te laisse tout, on fait les papiers, on fait un inventaire, et puis tu prends ma place, et moi je repars à Avignon. Alors c'est ce qu'elle a fait, elle a été retrouvée son chéri, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, et moi j'ai fait les marchés à Paris. Et ce travail me plaisait, et j'ai fait ça juste pendant 40 ans. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je ne sais pas. Non, par le fait, maintenant que j'ai bien parlé, je me dis, vous aviez des questions précises à me poser, et je fais toujours, et je parle de trop. Alors, si vous avez des questions à me poser, vous gênez pas, aucune question n'est ridicule. Je ne peux peut-être pas toujours répondre à toutes les questions, mais j'essayerai. On va vous poser quelques questions avant de laisser la parole au public. Évidemment, lorsqu'on pense à votre retour en France, on pense à des auteurs comme Marguerite Duras, qui, dans la douleur, racontaient ce retour des déportés et cette difficulté de trouver les mots pour dire ce qu'ils ont vécu, comme si le langage était en deçà de l'horreur. Vous avez souvent dit que pour vous, l'obsession en camp, c'était la faim. Or, c'est un sujet sur lequel on vous questionne rarement, peut-être parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Comment transmettre une expérience aussi extrême, ce sentiment d'être parfois humilié, dénudé, quand le langage semble parfois impuissant? Est-ce que vous avez ressenti cet aspect-là du langage? Je suis désolée, mais je suis très sourde et j'entends pas ce que... Alors, si vous voulez parler moins de paroles et plus fort. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous avez eu le sentiment que le langage était parfois impuissant face à cette horreur pour la raconter? Est-ce que vous avez l'impression que parfois il minimisait les faits ou vous ne pouviez pas vraiment retranscrire efficacement ce que vous avez vécu? Je sais pas si je comprends votre question, mais vous me demandez si ce que je raconte est capable de plaire, ou c'est ça, ou de ne pas croire ce que je raconte. Non, c'est plutôt dans le sens, est-ce qu'on peut retranscrire ce que vous avez vécu à travers le langage? Est-ce que même si vous racontez ces propos, vous avez le sentiment parfois que les gens ne pouvaient pas vraiment s'imaginer? Ben, exactement. Ça, c'est tout ce que je raconte
et je ne le raconte peut-être pas très bien, mais c'est impensable. Il est impensable de croire que des êtres humains ont jeté dans les chambres à gaz des personnes parce qu'elles ne pouvaient pas travailler. Elles n'étaient pas malades, elles étaient simplement juives et elles ne pouvaient pas travailler parce que ou elles étaient trop jeunes ou elles étaient trop vieilles. Les nazis, avec moins de 15 ans, tu es trop jeune, pour eux, tu ne peux pas travailler. Eh bien, puisque tu ne peux pas travailler, on ne te nourrit pas. Et comme on ne te nourrit pas, eh bien, les chambres à gaz sont là et on t'y envoie. Si tu as plus de 45 ans pour les femmes, les hommes, c'était 50 ans. Eh bien, tu es trop vieille ou tu es trop vieux pour travailler, eh bien, on ne te nourrit pas, allez, chambre à gaz. Chambre à gaz, on en parle, mais personne n'est sorti vivant des chambres à gaz. Et moi, dans ma petite tête, les gens rentraient, mon père et mon frère, je les ai envoyés dans les chambres à gaz, au moins les a montés sur les camions, mais au moins ils ont souffert 5 minutes, et puis ça y est, il n'y a plus personne. Mais je parle comme ça devant une chambre à gaz qui a été reconstituée à Birkenau, et qu'est-ce que dit la guide quand elle parle? Les gens, c'était rapide, 20 minutes, 25... Quoi 25 minutes? Se battre contre la mort, mais ça a dû être épouvantable. Et en juillet 1975, il y a une cérémonie pour la libération du camp d'Auschwitz, et un monsieur vient prendre la parole. Je suis un survivant du Sonderkommando. Le Sonderkommando, c'est ceux qui étaient dans les chambres à gaz, qui faisaient rentrer les gens dans la chambre à gaz, et qui, quand la mort avait fait son travail, allait les sortir pour les mettre dans les fours crématoires. Et ce monsieur a décrit ce qu'il a vu d'une façon tellement précise, mais affreuse, que je préfère ne pas en parler, parce que c'est pas 5 minutes, ils n'ont pas su faire 20 minutes, ben, ça a dû être affreux. Et tout ça, la cause de tout ça, et c'est pour ça que je vais témoigner dans les écoles, la cause, c'est la haine. Voilà où mène la haine. Et je suis pour la tolérance, et j'espère que vous aussi, vous êtes pour la tolérance. On a le droit d'avoir la religion qu'on veut, on a chance d'être dans un pays laïque, tu peux penser ce que tu veux, tu peux avoir la religion que tu veux, tu as le droit de le faire, sans obliger les autres à faire comme toi. Merci beaucoup. Maintenant, on aimerait revenir un petit peu avec vous sur la réintégration après les camps. Vous évoquiez tout à l'heure le rapatriement à Lyon en mai 1945, puis ensuite à Paris. On parle souvent dans les livres d'histoire, etc., de la libération ou de la fin des camps. Est-ce qu'on peut vraiment employer ce terme de libération, alors que pour vous, commençait une autre épreuve, celle justement du silence, de la solitude, celle de la peur d'ennuyer les gens, dont vous avez parlé vous-même. Comment vous avez vécu, vous, cette libération, entre guillemets? Je vais vous dire que moi-même, à votre camarade, c'est terrible. Il va falloir que je trouve un moyen d'entendre. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vous demandais comment vous avez vécu l'après en 1945. Moi, j'ai eu la chance, la grande chance, de retrouver mes sœurs, qui étaient des jeunes filles, qui avaient été privées pendant toute l'époque de l'occupation de plaisir
de joie. Ça ne veut pas dire qu'on a pleuré tout le temps pendant l'occupation. C'est pas vrai. On a eu des moments où nous-mêmes, entre nous, on avait envie de rire, mais toujours avec la peur d'être arrêtés. Tandis que là, maintenant, mes sœurs se sont retrouvées en liberté. Elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Eh bien, elles en ont profité. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un milieu comme ça. Ça fait que si ça n'avait pas été le cas, si j'avais seulement retrouvé ma mère, ma pauvre maman n'a jamais oublié que son mari, son fils, ses petits-enfants, jamais elle s'est remise de ça. J'aurais été comme ça aussi. Hein. Moi, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai vécu des choses affreuses et tout. Alors qu'avec le contact de mes sœurs, eh bien non. Moi, j'ai eu la chance. Alors, je ne veux pas vous dire que ça a été comme ça pour tout le monde. Je mentirais. Et pour moi, je sais que dès que j'ai su que je me suis trouvée malade, donc je n'ai pas vécu la libération, mais un mois après, dès que j'ai été mieux, pour moi, ça a été vraiment... j'avais oublié tout ce que c'était. La déportation, on n'en parle plus. Mon tatouage que je voulais enlever pour avoir aucune preuve qui reste de ce que j'avais vécu, eh bien, il n'est jamais parti parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire enlever. Mais c'était fini pour moi. Je ne parlais plus du tout de la déportation. Et pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je commence à témoigner dans les écoles. Et combien de temps vous avez mis pour enfin en parler? Moi, je dis 50 ans, mais peut-être plus que ça encore. Hein. Je me rappelle. Ça, je ne me rappelle plus exactement. Hein. Ben, c'est simple. Tant que j'ai travaillé, je ne m'occupais pas je m'occupais pas du tout de la déportation. C'était mon travail. Je faisais des achats. Il fallait que je vende ce que j'avais acheté. C'était pas obligé de plaire. Si ça plaisait, tant mieux. Mais quand ça plaisait pas, eh ben, je me faisais du souci. C'est de l'argent qui dort. Et donc, j'avais des soucis. Mais pas du tout sur la déportation. Et mon numéro était toujours caché par des manches. Jamais je mettais le bras nu. Et quand un jour j'ai des manches, je sais l'été, pas l'été mais le printemps, j'ai une blouse qui cache pour pas que je me salisse au travail, et j'ai des manches assez larges. Je rends la monnaie à la cliente, elle aperçoit quelques chiffres. Ah ben alors, vous avez tellement peur d'oublier votre numéro de téléphone que vous l'avez tatoué. J'étais tellement en colère contre cette femme. Moi, je croyais que tout le monde savait ce qui s'était passé. Je croyais que tout le monde était au courant. Cette femme, elle n'est pas toute jeune. Elle avait une 60aine d'années. Donc, elle était au courant de ce qui s'est passé. Et elle me pose cette question ridicule. J'étais outrée, et à partir de ce moment-là, les gens voyaient mon numéro. Jamais, encore maintenant, personne ne m'a arrêté pour me dire « Madame, je vois que vous avez un numéro, est-ce que vous avez été dans les camps ?» Jamais. Est-ce que les gens savent que dans le camp de Birkenau, on tatouait, pas dans les autres, hein. Il n'y avait qu'à Birkenau qu'on nous tatouait comme ça. Ben, j'en sais rien. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous étiez au courant? Vous êtes jeune, donc oui, c'est à vous que je parle. À l'école, dans les cours, vous en avez entendu parler. Mais vos parents, est-ce qu'ils vous en avaient parlé? Oui, c'est à vous que je parle. Oui. Les cours, à partir de la 3e,
on vous parlait de ça. Mais est-ce que chez vous, avec vos parents, vous avez déjà eu des discussions comme ça? Oui? Ah ben, c'est bien. Merci beaucoup pour cette réponse. On avait une question maintenant sur le devoir de mémoire. On parle souvent du devoir de mémoire. Qu'est-ce qui, dans votre vie après, du coup, vous a redonné confiance en l'humanité après avoir vécu l'impardonnable? Vous savez, il faut absolument que je regarde ce que vous dites. Qu'est-ce qui, dans votre vie après, quand vous avez commencé à témoigner, vous a donné cette force et ce courage de continuer de continuer à témoigner toujours aujourd'hui à 100 ans? Qu'est-ce qui vous a redonné confiance en l'humanité, en quelque sorte? Oh, je ne vais pas chercher. Vous savez, je suis une fille toute simple. Je ne me complique pas l'existence à savoir aller chercher très loin des choses qui ne servent pas à grand-chose. Alors l'humanité, elle est ce qu'elle est, on ne la changera pas. Vous avez des gens qui sont très, 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 très bien. Et puis vous avez des salauds, excusez-moi, mais ça ne changera jamais, ça. Ça ne changera jamais. Alors, moi, je prends ce qui vient. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis. Si elles sont mes amies, ça veut dire qu'elles m'acceptent en tant que juive. Je le crois, tout au moins. Hein. Et c'est tout. Alors, il paraîtrait que maintenant, il y a un renouveau d'antisémitisme. Je veux bien le croire, mais ça a toujours existé. Malheureusement, on n'est pas beaucoup dans le monde, on est très très peu. Et on nous attaque toujours. Ce que j'espère, c'est que ce que j'ai vécu, plus jamais des choses comme ça n'arriveront. Vous savez que des hommes, des êtres humains, par haine de ce qu'on était, se permettent de voir une femme qui accouche, de lui montrer son bébé et de fracasser le bébé. Mais est-ce que ça peut exister, des êtres humains comme ça? Eh bien oui, ça a existé. Alors, plus jamais ça. C'est tout ce que l'on peut dire et que je crie à corps et à cri, plus jamais ça. Acceptons-nous, on a le droit d'avoir chacun des religions, des opinions différentes. Acceptons. Tolérance, voilà, la tolérance. Mais peut-être que vous avez des questions à me poser. Je parle de trop. Il nous reste deux petites questions avant de laisser la parole au public. Le 29 janvier 2007. J'entends pas quand même. Le 29 janvier 2007, Simone Veil rappelait qu'en 1945, la France ne voulait pas vous écouter. Elle voulait surtout oublier. Personne n'avait envie d'entendre parler de déportation, de ce que vous aviez vu et vécu. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu changer votre récit au fil des années pour l'adapter à votre époque? Est-ce que les publics sont-ils plus ou moins à l'écoute aujourd'hui qu'en 1945? Moi, je n'ai jamais eu cette impression que plus personne ne voulait nous écouter, plus personne nous écouterait, plus personne nous croirait. J'ai même pas eu du tout une seule seconde, j'ai jamais pensé ça. Je ne voulais pas parler parce que je voulais pas embêter les gens à rabâcher mon histoire. J'ai eu la chance, j'ai survécu à ça. Et bien maintenant, Ginette, tu vis normalement. Et j'ai tenu parole. Maintenant, c'était pas mon but qu'on nous croive ou qu'on ne croive pas. Le but, c'est que plus jamais on retrouve des choses comme ça. Et malheureusement, moi, je vis en ce moment, je suis pensionnaire aux Invalides, je suis dans un cocon, je ne vois rien. Mais j'ai des amis qui me disent il y a des tendances, l'antisémitisme à sortir et tout. Moi, j'ai du mal à réaliser que c'est vrai, il y a peut-être des graffitis, il y a peut-être des choses qui se font, mais qui est-ce qui fait ça?
des petits jeunes qui veulent se faire remarquer. Moi, j'aimerais bien avoir un jeune qui a fait des choses comme ça et lui demander pourquoi. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Si tu as une raison valable, il faut le dire. Mais il n'y a pas de raison valable. La raison valable, c'est ça. Pourquoi? On n'est pas beaucoup dans le monde. Hein. Je ne sais plus combien en France, on est, je crois, le chiffre, il ne faut peut-être pas exagérer, 400 000. 400 000 alors qu'on est combien de millions? Et pour 400 000, on a besoin de se défendre. Non, moi j'ai peur, je ne sors pas. Non, moi je dis à mes camarades juifs, ne jouez pas le jeu de ces gens qui veulent que vous viviez encore dans la peur. On a vécu sous Hitler la peur. Ça suffit, ça suffit. Justement, une dernière question par rapport à ça, par rapport à la recrudescence d'antisémitisme en France. Par exemple, en août dernier, il y a eu un olivier qui a été planté pour Ilan Halimi, qui avait été assassiné tragiquement et torturé parce qu'il était juif. Et cet olivier, il a été abattu. C'était un acte purement antisémite. C'est exact, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses comme ça aussi. Ça prouve que la bête n'est pas encore morte. Mais je vous dis, on est combien de millions en France, hein? Vous le savez? Très peu. Combien? 2 millions de personnes en tout? En tout, en France. Millions, hein? Combien? 70 millions. 70 millions. Et vous citez le cas d'une personne. Alors, voilà. Je trouve que c'est justement leur donner trop d'importance à ceux qui font ça. Mais par contre, ne pas le dire, c'est embêtant aussi, parce que ça existe. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils veulent. Ces jeunes qui font des choses pareilles, c'est parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Voilà. En bien, en mal, mais qu'on parle d'eux. Il ferait mieux qu'on parle d'eux en bien. S'ils ont des énergies à dépenser, qu'ils le fassent pour des choses bien. Merci beaucoup. On va maintenant laisser la parole au public qui va vous poser des questions. Moi, je vous applaudis déjà parce que vous avez eu la patience de m'écouter et d'être là. Et Madame, il y a beaucoup de monde. merci beaucoup pour votre témoignage. En tant qu'Allemand, je crains que notre jeune génération soit de moins en moins sensibilisée à la montée de Hitler et de la Shoah. Donc je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, des gens comme nous, jeunes, pour perpétuer votre mémoire, pour la garder en tête, pour une génération qui devient de plus en plus silencieuse? Merci. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Ce que je peux vous dire, vous dites vous êtes allemand, je peux vous dire que tous les jeunes Allemands que je rencontre, que j'ai rencontrés, se sentaient mal à l'aise avec moi. Mais pourquoi? Moi, je ne m'y rends pas responsable de ce qu'ont fait leurs arrière-grands-parents. On n'est pas responsable de ce que font nos arrière-grands-parents, nos grands-parents et même nos parents. Je n'ai jamais eu ce problème de dire « t'es allemand, je ne veux pas te voir ». Mais c'est exact. J'ai des camarades qui sont un peu comme ça. « Ah non, moi je ne mettrai pas un pied en Allemagne ». Eh bien, moi j'ai mis mes 2 pieds en Allemagne. Et voilà. Vous savez, des gens idiots, il y en a partout, hein, et il y en a toujours. Donc, moi, je ne suis pas comme ça. J'estime que vous n'êtes pas du tout, et ça ne me gêne absolument pas de raconter mon histoire devant des Allemands. Et quand je vois, je mentirais si je vois un Allemand qui a mon âge, par exemple. Je me pose des petites questions quand même. C'est peut-être toi qui étais dans les camps, c'est peut-être toi. J'avoue franchement, je me les pose. Mais ça s'arrête là. Je n'irai pas non plus aller lui taper dessus et lui faire la gueule et des trucs comme ça. Non. Mais la question, je me la pose, ça c'est vrai. Mais pas des jeunes comme vous.
même si votre arrière-grand-parent a gardé des gens dans les camps, je ne vous rends pas responsable de ça. Hein. Ça va comme réponse? Et je suis sincère. Bonjour madame, merci déjà pour votre témoignage. J'aurais voulu vous questionner à propos de votre rapport à la foi et au judaïsme. Est-ce que vous avez trouvé un sens de votre existence dans la foi, ou au contraire, est-ce que cela vous a empêché d'en développer un? Vous savez, je serais catholique, je vous dirais je suis athée. Quand on est juive, on reste juive tout le temps. Mais pourquoi que je suis juive? Ben, j'en sais rien. Moi, la religion, pour moi, elle ne compte pas du tout. Mes parents n'ont jamais non plus pratiqué. Mais quand on est juif, on reste juif, voilà. Mais je n'ai pas honte de dire que je suis juive, ça ne me gêne pas de dire que je suis juive. Et s'il y a des gens qui ne m'acceptent pas parce qu'ils n'aiment pas les juifs, eh bien, qui viennent me dire pourquoi. Et j'accepte. Alors j'ai eu ça, un petit garçon au mémorial qui était... Au mémorial, il y a on est en hauteur et ce petit, il était comme vous, par exemple. Et quand j'ai posé la question, est-ce que quelqu'un connaît autour de lui des gens qui sont antisémites? Ça veut dire qu'ils n'aiment pas les juifs. Ce petit garçon, personne n'a levé les mains, sauf ce petit garçon qui... Mais il osait pas. Je te vois. Oui, ben oui, c'est son père, mais je n'ai pas demandé si c'était tes parents ou pas. Est-ce que tu connais? Ah ben oui, je connais. Eh bien, si tu connais quelqu'un, oui, je connais, ce sont mes grands-parents. Bon, eh bien, tes grands-parents sont antisémites, est-ce que tu sais pourquoi? Ah oui, eh bien, moi, ça m'intéresse. Eh bien, vous êtes partout. J'ai jamais vu nulle part quelqu'un marqué sur son front juif. Comment tu sais qu'on est... Si, vous êtes partout, à la télé, au cinéma, et puis vous êtes riche. Ah ben alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors je vais te dire, tu vas dire à tes grands-parents qu'ils viennent avec moi. C'est pas l'abbé Pierre, c'est plus lui, hein, attention. Mais il y a aussi des maisons de secours qui aident les Juifs quand en détresse. Et tu verras qu'on leur donnera des bonnes chaussures, on leur donnera des bons pour aller au restaurant, on leur donnera... Chez les Juifs, il y a des pauvres, il y a des moins pauvres, mais les idées toutes prêtes comme ça, c'est ça. C'est ça qui fait le malheur d'une vie. Les Juifs sont riches, les Juifs sont comme ci, les Juifs... moi, je suis comme vous. Si je suis riche, c'est parce que j'ai travaillé. Oui, je suis riche d'espoir. Hein. Je suis riche d'être en vie. Voilà. Mais des idées comme ça, ça grouille dans les cerveaux et ça fait du mal. Et ça peut faire même beaucoup de mal. On en a eu la preuve avec les nazis. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, merci beaucoup pour votre témoignage qui était très intéressant et très touchant. Moi, ma question porte sur immédiatement après la guerre. Quelle a été votre perception de la mentalité
autour de la Shoah, etc. Comment est-ce que les gens accueillaient, vous avez dit, il me semble que vous n'en parliez pas beaucoup, mais comment est-ce que les gens accueillaient tout ce récit de la Shoah qui a été fait par les survivants juste après la guerre? Il faut absolument que vous... Comment les gens ont accueilli vos Non, témoignages? non, mais ils me font parler plus fort aussi. Comment les gens ont accueilli vos témoignages juste après la guerre, au sortir de la guerre, les gens qui en parlaient, comment ils étaient accueillis et entendus? Comment vous avez-vous accueilli mon témoignage aujourd'hui? Avec mal. des attentions. Parce que tout partout où je parle, c'est comme ça. Alors, il y a très 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 longtemps, un premier acte d'antisémitisme, c'était des tagages, mais c'est vieux ça, très très vieux. Et il y a un journaliste, après ça, qui a été interrogé des élèves dans une école et il a interrogé et il a entendu tellement de choses affreuses, des horreurs, j'ai jamais su ce qu'il avait entendu, qu'il en a parlé à son amie qui était avocate et elle a dit il faudrait faire quelque chose pour que des jeunes soient au courant de ce que c'est qu'être juif ou pas juif. Donc, le professeur de ces élèves est une amie à moi, et donc, quand elle a entendu ça, elle m'a dit, moi, je connais une dame qui a connu la déportation, et c'est une amie à moi, je suis sûre qu'elle acceptera d'entendre ces jeunes. Et le fait est, c'était un dimanche, on avait rendez-vous un dimanche, je me souviens, moi je m'attendais, il faut que je mette un gilet pare-balles parce que je vais me faire descendre. Et je vois arriver 3 jeunes gens, je suis sûre que les parents les avaient achetés pour les habiller ce jour-là, tirés à 4 épingles. Eux étaient étonnés de voir moi une juive alors que je suis comme leur mère ou comme leur grand-mère. Et puis moi, de voir ces enfants, ces jeunes, qui n'avaient rien du tout d'être des gangsters et qui étaient là devant moi. Et voilà. L'inconnu fait qu'on s'imagine des choses. Et vous, comment vous voyez les Juifs? Comment? Des personnes normales comme... J'ai pas entendu. Comme tout le monde. Comme tout le monde, exactement. C'est-à-dire, comme tout le monde, oui, il y a des salauds, puis il y en a des biens. Moi, je fais partie des salauds. Non, c'est pas vrai. Non, j'estime que... Moi, j'ai pas de religion, je suis athée. La religion, je trouve que les religions, c'est cause de beaucoup de guerre, en fin de compte. Mais ce que j'espère, c'est qu'on ne reverra jamais des choses comme ce qui s'est passé là. C'est vraiment... il s'est passé des choses tellement affreuses. C'est impensable que cette haine soit aussi grande pour que des êtres humains aient fait ce qu'ils ont fait. Je vous ai cité je ne sais pas si je l'ai fait d'ailleurs, cette dame qui a accouché et qu'on a jeté son bébé dans les flammes. Mais c'est impensable que ça ait pu exister, ça. Et ça, j'espère que c'est une chose qui ne se fera plus. Bonjour, Mme Kolinka. Je voulais vous demander, lorsque vous étiez à Birkenau, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence des chambres à gaz ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris plus tard, lorsque vous êtes sorti? Jamais on était au courant de ça. Je vous ai dit, moi, quand j'ai été arrêtée, c'était aller dans un camp de travail. Voilà ce que je voyais. Et un camp de travail, je vous ai dit, c'est sûr qu'un camp de travail, je ne vais pas faire de la broderie.
un camp de travail, on va me faire travailler dur. Mais je suis jeune, ça ne me fait pas peur. Par contre, c'est vrai que quand j'ai été arrêtée et que j'ai vu toutes ces personnes qui étaient arrêtées avec moi, j'aurais dû avoir peur. Mais j'étais jeune et je n'ai pas réalisé. On pense qu'à soi. Moi, j'avais fait connaissance avec un groupe et j'ai même pas fait attention qu'il y avait des personnes âgées qui ne pourraient jamais aller travailler. Je m'en veux maintenant d'avoir été aussi ridicule de ne pas penser en voyant tout ce qui était autour de moi. Mais ce qu'on a vécu dans le camp, c'est impensable. On nous a fait faire des travaux d'Hercule, alors qu'on était devenus des locumènes. Vous aviez les capots qui vous battaient. D'où sortaient ces femmes, ces capots? Moi, je dis les femmes parce que nous, c'est avec les femmes, mais les hommes ont souffert aussi des capots. Où est-ce tous les déportés se disent la même chose? Où est-ce qu'ils ont été chercher des êtres humains aussi inhumains? Les capots ne savaient que nous battre et être heureuses que on était à leurs pieds, ensanglantées, évanouies ou presque mortes même. Et les nazis ont raison de dire que quand il y a eu le procès, moi, j'ai jamais touché un juif. Ah oui, c'est exact. Ils n'ont jamais touché un juif, les officiers. Mais ils commandaient les autres. Et les autres, pour être restés en vie, en faisaient encore plus que peut-être les nazis nous auraient fait. Alors, j'ai vu rarement, je peux dire presque, je crois même que j'en ai jamais vu, des officiers battre des déportés. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ça a peut-être existé parce qu'on les a pris en train de voler quelque chose. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Par contre, oui, j'ai vu des capots battre à tour de bras des personnes qui ne méritaient pas des coups comme ça. Hein. Mais les capots étaient commandés par les nazis. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Bonjour madame, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour que nous, la prochaine génération, on fasse en sorte que tout ceci ne se reproduise jamais? Mais je comprends, je le hurle, le conseil. C'est la tolérance. C'est pas parce que vous avez un juif et que vous êtes catholique que vous allez battre à mort ce monsieur qui n'a pas la même religion. Il a le droit de pratiquer sa religion, vous avez le droit de pratiquer la vôtre, et tout va bien. Alors c'est ça que je prêche, la tolérance. Acceptons l'autre, même s'il n'est pas comme vous. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça, pour ce témoignage qui était très très enrichissant et très intéressant. Je n'entends pas. Ça doit être intéressant si vous dites que j'entends pas. C'est terrible, je n'entends pas. Je vous remercie d'être venu. Vous me remerciez? Voilà. Non, ne me remerciez pas. C'est moi qui vous remercie. Parce que là, vous êtes je ne sais pas combien. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord tous avec moi? En tous les cas, il y en aura au moins une bonne partie. Eh bien, cette bonne partie qui est d'accord avec moi va pouvoir parler à d'autres. Peut-être qu'ils vont se rencontrer, se retrouver dans le cas de quelqu'un qui va crier à mort les Juifs. Eh bien, j'espère que vous aurez le courage de dire à cette personne, arrêtez vos bêtises, ils sont comme nous, il y en a des biens, il y en a des moins bien, et puis il faut vivre avec. Voilà. Arrêtez-les. C'est moi qui vous applaudis. Parce que j'espère que vous allez le faire.
En tous les cas, merci d'être venu pour m'écouter et j'espère que vous allez en parler. Parce que peut-être que vos parents ne sont pas d'accord, eh ben c'est à vous de les mettre au parfum. Merci beaucoup pour vos questions et merci pour votre présence ce soir également. Merci à vous. Vous avez besoin d'aide pour le téléphone. Ah oui. Il n'a pas sonné. L'antiquité, le téléphone. Je ne savais même pas où est-ce qu'il était, voyez. Allez-y.